C'est tout bon. Eh bien, bonsoir à tous. Alors oui, Marie-Myriam a déjà tout dit. Donc moi, je suis Marie Bournet, je suis pédiatre dans le service de génétique avec une formation, initialement d'endocrinologie pédiatrique et probablement à ce titre, mais pas seulement, je m'intéresse depuis très longtemps à l'éducation thérapeutique du patient et il se trouve que j'ai une activité à 10 de mon temps dans, ce qui s'appelle l'unité transversale d'éducation thérapeutique, dont je parlerai pas beaucoup, ce soir, sauf, si vous aviez des questions, mais qui est en tout cas une équipe, dédiée plutôt à l'aide aux équipes du CHU pour mettre en place l'éducation thérapeutique du patient. Heu, L'idée, bon, c'est probablement de faire, ce topo un peu de manière continue, ce qui est, pas du tout, éducation thérapeutique puisque normalement lorsqu'on parle d'éducation thérapeutique, on parle d'interactivité et d'échange, mais il faut bien trouver un format et c'est vrai que pour le distanciel, c'est un peu plus complexe de faire de l'échange. Néanmoins, je vais essayer de pas être, trop, scolaire, si possible, et de répondre à quelques questions en amont et puis surtout de répondre à vos questions s'il y en avait, à la fin, de cette présentation. Peut-être pour, poser le décor, mais l'histoire de Nathan, alors je vous rassure, Nathan n'est pas un de mes patients, mais peut-être, pourra il vous rappeler, quelques-unes de vos situations. Vous parlez de Nathan qui vit avec, ses parents et sa sœur Léa. C'est un grand jeune homme de 16 ans qui est scolarisé en institut médico, professionnel, alors qu'on n'appellerait plus comme ça maintenant d'ailleurs. Après avoir été scolarisé en Ulysse puis en IME et plus tard, il peut dire qu'il veut travailler dans le foot. Il a un trouble du développement intellectuel qui est lié à une mutation génétique rare, découverte il y a peu de temps après un long moment de recherche. Marie, tu as coupé ton micro, on ne t'entend plus. Il s'est coupé tout seul. Alors je ne sais pas où ça s'est arrêté. Il veut travailler dans le foot. Ah très bien. Bon, donc vous aurez vu le déroulé de l'histoire, disant qu'il a un trouble du développement intellectuel lié à une mutation génétique, rare, découverte il y a peu de temps, mais après un long moment, de recherche diagnostique. Il est aussi suivi pour une petite malformation cardiaque. Alors il n'y a jamais de petite malformation, mais ça c'est, le problème des pédiatres, on est toujours en petit, et un retard de croissance traité par hormone de croissance. Et puis un jour, son ami Hector, qui lui aussi, est, accueilli dans le même institut, lui explique qu'il va participer à des ateliers d'ETP avec ses parents. Et là, Nathan lui demande, «Bah, c'est quoi, ce titre-là, l'ETP?» Alors, il y a une définition qui est proposée, qui est pas récente, hein, l'éducation thérapeutique a une certaine histoire, j'y reviendrai un peu après, mais l'Organisation mondiale de la santé, puis, la Haute autorité de santé en 2007 avait repris comme définition que l'éducation thérapeutique du patient, et tous ces mots ont une importance, vise à aider le patient à acquérir ou à maintenir des compétences dont le patient a besoin pour gérer au mieux sa vie avec la maladie chronique. Elle fait partie intégrante et de façon permanente de la prise en charge du patient. Cette ETP comprend des activités organisées et un soutien psychosocial. Elle a pour but d'aider les patients ainsi que leurs familles à comprendre leur maladie et leur traitement, à collaborer ensemble et à assumer leurs responsabilités dans leur propre prise en charge afin de les aider à maintenir et améliorer leur qualité de vie. Par définition, une éducation thérapeutique, elle se doit d'être multiprofessionnelle et elle doit être coordonnée entre les différents acteurs. Et une fois que je vous ai dit ça, je vous ai tout dit et en même temps, j'ai rien dit. Donc je vais essayer d'aller un petit peu plus, dans le détail et volontairement, j'ai choisi finalement de vous présenter l'éducation thérapeutique et pas forcément dans les maladies rares parce que vous allez voir, oui, ça peut concerner tout le monde, y compris les personnes qui vivent avec une maladie rare ou leur entourage. Alors, ce que ça n'est pas, l'éducation thérapeutique, parce qu'on a beaucoup d'idées, on entend beaucoup de choses et peut-être c'est bon de rappeler, certaines idées, en tout cas de remettre certaines choses. C'est pas seulement de l'information. Si un jour, on vous a, très gentiment remis un flyer et c'est déjà pas mal, en vous disant: Voyez, vous aurez, toutes les informations sur votre maladie ou votre traitement», ça, c'est une information. C'est pas de l'éducation thérapeutique, ça peut être une première étape, mais ça ne l'est pas. C'est pas de la prévention ou de l'éducation à la santé, puisque on va s'adresser à des personnes qui vivent avec une maladie et pas en amont de la maladie. C'est pas des techniques de communication, alors on en entend beaucoup parler, hein, l'entretien motivationnel, du coaching, mais ça n'est pas que ça. C'est pas uniquement non plus de l'accompagnement psychosocial, même si clairement, il y a des points de convergence avec tout ça dans l'éducation thérapeutique. Ce qui va faire vraiment la différence, c'est qu'il y a une intention pédagogique
de la part du soignant éducateur et il y a toujours un processus d'apprentissage pour le patient apprenant. Et je dirais, je m'avance un petit peu, mais plus largement, en fait, il y a un processus d'apprentissage pour toutes les personnes qui interviennent dans le champ de l'ETP, qu'ils soient soignants ou patients. Et je trouve que ce terme est assez juste. En fait, l'ETP, alors je vais souvent dire ETP parce que ça va plus vite, hein, mais c'est vraiment éducation thérapeutique du patient. C'est une rencontre culturelle entre, si ça veut bien marcher, ETP, la culture du patient, parce qu'en fait, le patient qui et son entourage, ils ont eux-mêmes déjà leur culture, leur mode de vie. La culture médicale, et ça c'est important, ça doit se fonder sur des données médicales, scientifiques. Alors, vous avez peut-être tous et toutes pardon, déjà été confrontés au fait qu'en médecine, on n'a pas toujours de vérité absolue, mais il y a quand même des éléments pour lesquels il y a un consensus et en tout cas, on se doit de se fonder dessus. Et puis la culture du soignant qui a lui-même, ses habitudes, ses cultures, parfois ses croyances et ses représentations et c'est cette rencontre qui va faire l'éducation thérapeutique du patient. Qui peut bénéficier de l'ETP? Je vous tease déjà. Bah, tout patient, que ce soit des adultes, des adolescents, des enfants, mais aussi les membres de l'entourage au sens très large, que ce soit la famille ou les aidants, s'ils le souhaitent, bien sûr, et si le patient souhaite les impliquer dans la prise en charge de sa maladie. La première des étapes, c'est que le patient soit d'accord, qu'il ait donné son consentement. Et toute personne qui vit avec une maladie chronique, que ce soit au stade initial du diagnostic, pendant le suivi, bref, à tout moment. Donc, il ne faut pas s'interdire d'avoir accès à l'éducation thérapeutique si on est dans ce cas de figure. En revanche, effectivement, une personne qui serait à la phase aiguë d'une maladie aiguë, je pense par exemple, allez, soyons bêtes, hein, une fracture du fémur, il y a peut-être des choses à apprendre pour gérer la suite du plâtre, mais ça ne sera peut-être pas de l'éducation thérapeutique au sens classique du terme. Et qui va réaliser l'ETP? Il s'agit d'une équipe éducative qui va être composée de professionnels de santé formés aux 40 heures. Ça, je ne veux pas vous faire le détail, mais en tout cas, il y a un socle de formation nécessaire pour pouvoir dispenser l'éducation thérapeutique, dont un médecin, mais le médecin n'est pas forcément au centre du dispositif, c'est même rarement le cas. Et cette équipe éducative, elle doit être composée de patients, alors qu'on va appeler des patients ressources, ou chez nous, en tout cas, quand on a affaire à des enfants, on va parfois les appeler parents ressources. Mais ça peut être aussi des enfants ressources, hein, des patients ressources. Et ça peut être des patients à titre individuel ou qui soient représentants d'associations. Je m'avance un peu, mais on le fait sous forme, par exemple, de programmes d'éducation thérapeutique et ce programme peut être coordonné soit par un médecin, soit par un professionnel de santé autre, soit par un représentant d'association de patients dûment mandaté, dans ces cas-là avec une co-coordination avec le médecin. Et donc, cette éducation thérapeutique, je vous ai dit dans la définition qu'il s'agissait d'activités organisées. Eh bien, ça va s'organiser principalement, mais pas uniquement autour de programmes d'éducation thérapeutique. Alors, je ne m'étais pas aperçue de ma coquille. Maintenant, ils sont déclarés à l'ARS. Ils ne sont pas autorisés par l'ARS, mais enfin ça, c'est une petite nuance. Mais il peut y avoir également des activités éducatives hors programme. Ça peut arriver, dans certaines, cadres où c'est plus adapté. Mais également au cours du suivi. On peut tout à fait avoir une posture éducative en tant que soignant, qui ne soit, pas liée à un programme d'éducation et finalement au cours d'une consultation, se mettre, non pas en position de sachant qui va, donner le savoir au patient, parce que ça en fait ça marche pas très bien, mais au contraire se mettre en écoute et en posture éducative pour avancer au mieux dans la vie quotidienne du patient. Donc ça peut avoir lieu tout au long de la prise en charge et il faut que ce soit un processus qui soit permanent et adapté à la fois à l'évolution de la maladie, mais aussi à l'évolution du mode de vie du patient. Alors ça paraît presque évident en pédiatrie parce qu'on ne va pas du tout s'adresser de la même façon à un nourrisson de quelques mois, à un enfant de 5 ans et à un adolescent de 15 ans, mais en réalité, c'est vrai, tout au long de sa vie, on évolue. Et donc on peut parler d'éducation thérapeutique du patient initial, de suivi régulier, d'un renforcement, d'une ETP de reprise ou d'un suivi approfondi, tout dépend de là où vous en êtes et de vos besoins d'apprentissage. Alors où se déroule l'ETP? Ça peut, mais il y a rien d'obligatoire. C'est quand même le plus souvent au sein d'un établissement de santé, que ce soit un centre hospitalier de proximité ou un CHU. Surtout, c'est vrai que là, on est sur les maladies rares, donc ça peut être difficile d'envisager que ce programme d'éducation thérapeutique, il est pas en tout cas, il soit pas, pensé au CHU, mais tout simplement pour des questions de compétences et de culture médicale.
Les établissements privés peuvent tout à fait également proposer de l'ETP. Il y a de plus en plus de programmes d'ETP qui se développent dans les réseaux de soins ville-hôpital, mais également un certain nombre d'associations de patients peuvent en proposer également. Après, peut se poser la question justement de la distance, de la proximité et de l'accessibilité. Alors, je vous disais, il y a une histoire pour le TP. Globalement, les premières définitions, elles remontent aux années 70 et c'est surtout Léona Miller qui avait un peu théorisé ce que c'était l'éducation thérapeutique du patient. Ça a beaucoup bénéficié de la mise en place d'une définition par l'OMS en 98 que je vous ai déjà présentée. Et puis en France, la Haute Autorité de Santé s'en était emparée en 2007 avec des recommandations, en particulier dans le champ des maladies chroniques. Donc vous voyez, ce n'est pas tout neuf, hein, on va pas tarder à arriver à bien 15 ans de vie de ces recommandations. Où étaient précisées les définitions, les finalités, l'organisation, comment proposer, comment faire une offre éducative, comment la réaliser, comment élaborer un programme, quelles étaient les conditions à l'époque d'autorisation et maintenant de déclaration d'un programme. Et puis la loi, fameuse loi HPST, Hôpital, Patient, Santé, Territoire en 2009, affirme que l'éducation thérapeutique fait partie intégrante de la prise en charge du patient. Alors, vous n'êtes pas sans savoir qu'il y a quand même un petit écart entre la loi et la réalité. Et c'est vrai que la prise en charge, la partie intégrante de la prise en charge, c'est assez questionnant, mais en tout cas, c'est ce vers quoi il faudrait tendre, y compris dans les maladies rares. À partir du moment où on est dans une maladie chronique, il n'y a pas de raison qu'on ne puisse pas y avoir accès. Autre élément qui a permis quand même cette mise en place, ce sont les décrets d'application qui sont parus en août 2010, avec des premiers programmes autorisés fin 2010. Et en 2013, a été édité un référentiel de compétences qui rappelait quand même que pour coordonner un programme, il fallait un certain nombre de compétences et qu'on peut parler des compétences des patients, mais il y a aussi les compétences des soignants. Alors quand je vais parler soignants-éducateurs, on peut entendre aussi les patients ressources qui eux aussi ont à être formés s'ils interviennent non plus en tant que patients, mais bien en tant qu'intervenants dans un programme ou dans des propositions d'activités éducatives. Et donc, il y a plusieurs textes réglementaires qui stipulent que, si vous vous rappelez déjà, ça fait déjà quelques diapositives, que cette activité, elle devait être évaluée. Et donc, un programme un programme d'éducation thérapeutique doit faire l'objet d'auto-évaluation par l'équipe qui le délivre annuelle, mais également quadriennale, qu'un programme d'éducation thérapeutique a une durée de vie de 4 ans. Et il a bien été stipulé, ce que je vous ai déjà dit tout à l'heure, qu'à partir de janvier 2015, lorsque vous souhaitez intervenir dans un programme de TP, vous devez être formé pour garantir un minimum de qualité dans ce qui est vraiment de l'éducation thérapeutique. Alors, c'est un minimum de 40 heures, mais si souhaité, on peut se former beaucoup plus. Et puis, en août 2018, a été bien rappelé qu'il fallait pouvoir évaluer l'efficacité et l'efficience de l'éducation thérapeutique dans les maladies chroniques. Alors pour aider à tout cela, il y a eu une création dans certains établissements d'unités transversales d'éducation thérapeutique du patient. Par exemple, nous en Bourgogne-Franche-Comté, ça date à peu près de 2014. Et alors, ça permet quoi le TP? Parce qu'en fait, je vous parle de tout ça, de réglementaire, mais à quoi ça sert? Alors, il a pu être montré que l'éducation thérapeutique, elle permet une meilleure connaissance de soins et de ses besoins. Ça permet l'acquisition de nouvelles connaissances. Ça donne une confiance accrue en ses connaissances. Et ça, c'est important parce que vous pouvez savoir quelque chose. Si vous n'avez pas confiance dans le fait que ce que vous savez est correct, vous aurez plus de mal à l'appliquer. L'acquisition d'un vocabulaire médical. Alors, quand on est dans les maladies rares, ça, on a été plus ou moins obligé, peut-être pas à marche forcée, d'acquérir un certain vocabulaire médical. Mais en tout cas, le fait de pouvoir parler et communiquer à armes égales, j'ai envie de dire, avec une équipe soignante, ça va faciliter la prise en charge. Ça permet la compréhension des phénomènes et des mécanismes. L'analyse et l'interprétation des signes et des situations. Alors, en fonction de la pathologie, c'est plus ou moins adapté. Ça permet aussi la résolution de problèmes et la prise de décisions pertinentes, ce qui fait que le patient, au lieu d'être dépendant d'un soignant pour prendre des décisions, peut prendre des décisions lui-même, adapter et donc être en autonomie. Ça permet ainsi une meilleure gestion du recours aux soins. Ça intéresse particulièrement nos décideurs et nos financeurs, mais c'est aussi particulièrement intéressant quand on n'est pas obligé d'aller à l'hôpital ou d'appeler son médecin en panique, c'est quand même beaucoup plus confortable. Ça peut permettre aussi la maîtrise de techniques et de gestes d'autosurveillance et de soins par la manipulation d'appareils de mesure et de traitement.
Et ça, c'est souvent un des effets qui est cité en premier et ce à quoi on pense le plus parce que c'est vrai, hein, l'éducation thérapeutique, elle a beaucoup évolué, elle a beaucoup été mise en avant, notamment dans le champ du diabète, où il y a des gestes techniques très rapides à mettre en place, à devoir faire. Et donc souvent, on pense que l'éducation thérapeutique, ça n'est que ça. C'est enseigner, déjà c'est un mauvais terme, au patient ce qu'il doit faire techniquement pour le faire à la maison. Oui, mais il n'y a pas que ça. Hein, et ça n'est qu'une petite partie de tout ce que peut, permettre l'éducation thérapeutique et je pense que quand on regarde tous ces éléments-là, on comprend en fait en quoi ça peut être pertinent dans le champ de la maladie rare. Parce que déjà, avoir une confiance accrue en soi, avoir des nouvelles connaissances, savoir d'où ça vient, pouvoir analyser et interpréter, ça va aider, à la gestion de la vie de tous les jours. Alors quand est-ce que ça commence le TP? Parce que voilà, je vous ai dit, ça peut être à tout moment. Alors, bon, faut bien commencer quelque part, mais finalement, ça commence par une rencontre entre un patient et son soignant. Et je dis volontairement soignant parce que ça n'est pas nécessairement un médecin. Ça peut être une infirmière, ça peut être un psychologue, ça peut être un enseignant en activité physique adaptée, ça pourrait, c'est encore pas tout à fait dans les mœurs, mais ça pourrait être une secrétaire qui rentre dans le champ finalement du soin. Mais il faut que ce soignant, il ait une intention d'éduquer. Alors je sais que le terme éduquer, il fait peur. En français, c'est un mauvais terme. On n'a pas forcément un feeling avec ça, parce qu'éduquer, vite, il y a les représentations peut-être de dressage. Mais c'est pas ça l'idée, hein. C'est l'intention d'enseigner, d'apprendre quelque chose, mais pas du tout de forcer ou de dresser. La liberté et le choix, c'est vraiment, au cœur de l'ETP. Et ce soignant, au lieu de prendre sa posture peut-être de soignant, eh bien, il faut qu'il ait une posture éducative. Et donc pour ça, on va énoncer clairement au patient ce qu'on souhaiterait travailler avec lui. Et le patient, lui, il prend conscience à ce moment-là qu'il va peut-être devenir un apprenant, ou peut-être qu'il en avait déjà conscience et que la rencontre, elle se fait à cette occasion-là, hein. Et là, il va pouvoir être en mesure d'interroger, de demander au soignant: «Qu'est-ce que vous me proposez?» et il peut alors donner son accord ou refuser. On est toujours libre de dire: «Bah non, votre proposition, ça m'intéresse pas». Mais en tout cas, une fois qu'il a donné son accord, on va rentrer dans un processus d'éducation thérapeutique. Et finalement, ces patients au lieu et soignants, au lieu d'être dans une relation descendante, on crée une relation de partenariat. Les Canadiens et les Suisses sont bien plus en avance que nous là-dessus, mais on ne désespère pas, en France, on va peut-être finir par y arriver. Et la relation se transforme, elle se transforme réellement. Le patient spectateur va devenir patient acteur. Patient ou entourage, hein. C'est voilà, là, je sais aussi que j'ai peut-être, devant moi, je ne vous vois pas là, mais j'ai peut-être devant moi quand même des parents, prenez-le comme ça, patient, parent, c'est la même chose. D'un patient qui écoute, il peut donner son avis. D'un patient qui obéit, il négocie. Ça, les soignants, au départ, ils aiment pas trop, mais quand on est en posture éducative, au contraire, on trouve ça très satisfaisant parce que ça veut dire qu'on a un patient en face de soi qui va être maître de sa vie. D'un patient qui suit les consignes, il adapte les consignes et la plupart du temps, on se rend compte que c'était plutôt pas mal comme idée. Ici, on verra. Et d'un patient qui entend, on passe à un patient qui comprend. Et le soignant aussi, il se transforme et devient éducateur. Au lieu d'expliquer à informer, ce qui est déjà pas mal, hein, vous savez, le petit flyer, il écoute et il reformule. Au lieu d'utiliser strictement un langage médical complètement incompréhensible, il va tenter en tout cas d'utiliser un langage commun. Au lieu de dire de faire, il fait faire. Il n'y a pas toujours des gestes dans l'éducation thérapeutique, mais quand on vous dit: «Tiens, pas compliqué à la maison, faites l'aérosol». Si on ne vous a pas montré, puis après fait faire, comment est-ce que le jour où vous avez besoin de vous en servir, vous êtes sûr que vous allez y arriver? Difficile d'avoir confiance. Donc ça peut faire partie de cette éducation thérapeutique et puis, au lieu de porter un jugement, par exemple, le patient, il n'a pas suivi les consignes, il a adapté les consignes. Bon, l'adaptation était peut-être pas complètement, adéquate, certes, mais au lieu de porter un jugement, on va utiliser l'erreur pour essayer justement d'acquérir une nouvelle compétence. Tout ça se fait dans une démarche systémique qui est une démarche d'apprentissage qui est commune à d'autres modes d'apprentissage d'ailleurs, mais en éducation thérapeutique, on va vraiment parler d'une démarche systémique qui parle d'un diagnostic éducatif. Je vais essayer de vous expliquer rapidement ce que c'est un diagnostic éducatif parce que s'il y a des personnes parmi vous qui ont déjà, bénéficié, justement d'éducation thérapeutique, on vous en a parlé, on vous a proposé de faire un diagnostic éducatif et souvent ça paraît un peu nébuleux, on se dit: «Oh là là, ça me fait peur votre truc». Ça permet d'établir un contrat d'éducation. Alors ce contrat, ça ne veut pas dire un contrat où vous signez et puis vous mettez votre signature, puis vous êtes obligé d'y aller, hein. Je répète, il y a toujours la liberté à tout moment de dire: «Là maintenant j'arrête».
Mais c'est un contrat de négociation entre finalement le soignant et le patient. De quoi j'ai besoin moi dans ma vie? Qu'est-ce que j'ai envie d'apprendre? Le soignant peut vous dire: «Bah, je pense que quand même pour vous ça en sécurité ce serait bien, mais OK, j'entends, c'est pas votre priorité, on va travailler autre chose, mettons-nous d'accord». C'est ça ce contrat d'éducation et dès cet moment-là, eh bien cette activité, elle doit être évaluable et donc il y a une évaluation pédagogique, mais évaluation ne veut pas dire note, ne veut pas dire il y a une sanction derrière, veut pas dire, l'objectif, c'est que le patient, il ait 10 sur 10 à la fin. Ça, on s'en fiche. Cette évaluation, c'est tout autant un processus d'apprentissage que le reste des étapes. J'y reviens après. Ensuite, on va mettre en œuvre les séances éducatives. Alors, ça peut être du collectif, ça peut être de l'individuel, ça peut être en consultation, ça peut être en dehors les murs. À la fin des séances, il doit y avoir une évaluation pédagogique. Hop là, je vais pas dans le bon sens. Hip. Ah, qu'est-ce qu'il me fait? Et puis, eh bien, par la suite, une fois qu'on a fait l'évaluation, cette évaluation, elle sert finalement à proposer un suivi éducatif. On est arrivé au bout de la démarche, ben, on s'arrête. On se dit qu'il y a encore des choses à apprendre, on continue. On se dit qu'il y a des choses sur lesquelles il faut revenir parce que quand même, c'est pas tout à fait acquis, on reprend. Et finalement, c'est refaire un nouveau diagnostic éducatif, mais à l'endroit où le patient est maintenant et où il n'était pas quelque temps auparavant. Et l'idée, c'est de pouvoir tenir compte, quand on vit avec une maladie, chronique, que ce soit une maladie rare ou non, certes, il y a cette maladie, mais il y a tout le reste. Il y a les projets de vie, il y a les connaissances qu'on a de la maladie, il y a les croyances de santé. On n'a pas le même bagage sur, nos normes de santé. On a des loisirs, on a une famille, un travail, parfois des complications de la maladie qui ne peuvent ne pas être les mêmes, même si vous avez la même, étiquette maladie. Vous pouvez avoir des représentations qui sont les mêmes ou pas que celles du patient d'à côté et ça, le soignant doit en tenir compte et c'est ça, quand on parle du diagnostic éducatif, c'est pas un diagnostic au sens médical. On peut aussi utiliser le terme de bilan éducatif partagé, c'est-à-dire qu'on fait un bilan des compétences dont on a besoin pour vivre dans sa vie de tous les jours et partagé parce qu'il est partagé avec le patient et le soignant. Alors, c'est le plus souvent un entretien individuel. Donc, si un jour on vous propose un diagnostic éducatif, en fait, on va vous dire que, bah, voilà, vous allez faire une rencontre, normalement plutôt en présentiel, mais maintenant avec la technologie, on peut être parfois en distanciel. Il y a le plus souvent un guide d'entretien, mais qui sert surtout aux soignants pour, un petit peu, pister les questions parce qu'en fait, on peut explorer beaucoup de dimensions et en 3/4 d'heure, 1 heure, normalement, ça dure pas trop plus longtemps. C'est difficile d'aller plus loin. Ça permet surtout d'identifier les représentations et les croyances de santé du patient. L'objectif n'est pas du tout d'aller contre ces représentations, mais bien au contraire de les accompagner et de s'en servir pour justement favoriser l'apprentissage et d'avoir finalement un bilan des potentialités et des besoins, parfois des freins. Ça permet de réaliser une synthèse sur 5 grandes dimensions. Il faut pouvoir répondre à peu près, hein, on est d'accord qu'on ne comprend pas une personne en 1 heure, hein, mais qui est le patient? Comment il fonctionne? Quelles sont ses connaissances, ses croyances, son vécu, ses représentations, ses craintes, ses attentes, sa maladie, sa famille, sa vie sociale, professionnelle? Je dirais même plus largement, comment il est le plus à l'aise pour apprendre? Est-ce que c'est la lecture, l'écriture, la vidéo, le faire, l'action? Comment est-ce qu'il vit avec sa maladie? Et tous ces éléments vont être importants pour construire un processus éducatif le plus adapté possible. Alors pourquoi on s'intéresse aux représentations et aux croyances? Alors déjà les représentations, je vous fais un petit jeu. Alors je suis pas sûre que je vais pouvoir le voir là directement, mais vous pouvez peut-être, voter après dans le chat. Si je vous pose la question: quelle est la photo qui représente pour vous le mieux l'éducation thérapeutique? Je vous propose 4 photos, vous choisissez et puis par exemple dans une séance d'éducation thérapeutique, on va proposer aux différentes personnes d'exprimer avec des mots la raison pour laquelle ils ont choisi cette photo pour définir l'éducation thérapeutique. Et je suis sûre que si je fais le jeu, je vous demande de faire ça, hop, peut-être en anonyme, alors là, c'est plus difficile, vous ne seriez pas en anonyme, et ben, on va avoir plein de choses. Et même pour des personnes, alors il y a sûrement des personnes qui connaissaient très bien l'éducation thérapeutique avant le topo, il y en a qui connaissent peut-être pas du tout, il y en a qui ont entendu des choses. Vous avez vos représentations et vos croyances qui sont les vôtres. Mais on va pouvoir travailler à partir de ça et par exemple construire votre propre définition de l'éducation thérapeutique du patient. Et ça, on peut travailler ça à partir de plein de sujets.
Je crois que parfois, en formation en éducation thérapeutique, on nous demande que savez-vous de la migration des loutres en Alaska? Ok, question très bizarre. On se dit pendant 5 minutes, oh là là là, j'y connais rien du tout. Et puis finalement, en groupe, et ça, c'est la force du collectif, et tout le monde a une idée sur la migration des loutres en Alaska et on va finir par trouver quelque chose. Et puis après, on va travailler là-dessus. Donc ça, ça fait partie des techniques d'apprentissage qu'on peut utiliser, par exemple. Ça ne marche pas très bien en distanciel, c'est mieux en présentiel. Donc les représentations, c'est des constructions intellectuelles qui s'élaborent chez l'individu, donc c'est vraiment propre, au moyen de mécanismes cognitifs, psychiques, culturels et sociaux. On ne peut pas s'extraire de la culture et de la société dans laquelle on vit pour explorer les représentations. Mais la finalité de ces représentations, c'est de servir de grille de lecture et de décodage de la réalité par l'individu. Et en particulier dans les maladies rares où on est quand même souvent confronté à l'inconnu, eh bien, explorer ces représentations, ça permet aussi de se trouver une base commune de discussion et d'échange. Et les comportements de l'individu sont la traduction de ces représentations. Et si on veut changer les comportements, ou en tout cas changer de comportement soi-même, eh bien, c'est intéressant de prendre conscience de ces représentations qui vont être parfois des freins, mais parfois aussi des leviers dans les changements des habitudes. Et les croyances de santé, c'est un bon exemple, hein. Il a été bien montré que pour accepter de se traiter et pour persévérer dans l'application de son traitement et dans la maladie chronique, malheureusement, souvent, c'est des traitements longs, parfois à vie, on doit être persuadé qu'on est bien atteint de la maladie. Pas toujours évident quand c'est des maladies cachées, non visibles. Penser que la maladie et les conséquences peuvent être graves pour soi. Penser qu'au contraire, le traitement aura un effet bénéfique. Et il y a le penser intellectuel, puis il y a toutes vos croyances. Et penser que les bienfaits du traitement vont contrebalancer avantageusement les effets secondaires, parce qu'il y en a, les contraintes, c'est sûr, qu'elles soient psychologiques, sociales, financières, liées au traitement. Donc il y a des choses qui sont plus faciles que d'autres. Quand vous ne vous sentez pas bien, vous prenez le traitement, vous vous sentez mieux, ça c'est assez immédiat, ça donne envie de le poursuivre. Quand c'est un traitement, par exemple, une hypercholestérolémie et vous ne sentez pas, vous, la différence, au contraire, vous voyez bien que tous les jours, vous devez prendre ce traitement et voire pire, ce traitement vous donne des douleurs musculaires. Compliqué de vous dire que c'est bon pour votre santé. Donc ça peut être des choses à travailler ou en tout cas à explorer. Donc ça fait partie des éléments qu'on va explorer dans le bilan éducatif partagé, qui va de toute façon être ajusté, alors au cours des consultations ou des séances successives. Il doit être précis, il ne s'agit pas de dire: «Oh je pense que ta ta ta» et puis ça voilà. À un moment donné, donc il peut changer. Il doit être réaliste et ça doit vraiment permettre de définir avec le patient qui va rentrer dans un processus, un programme d'éducation thérapeutique, les compétences qu'il a à acquérir, les hiérarchiser. Parce que des fois, on a très envie de savoir faire quelque chose, mais il faut apprendre à marcher avant d'apprendre à courir. Donc, on peut hiérarchiser et dire, OK, c'est votre objectif final, mais je vous propose de passer par telle, telle et telle étape. D'où le partager et la négociation. Et c'est quoi ces fameuses compétences? Alors, il y a des listes, hein, justement de compétences qui ont été proposées, qui ont été beaucoup travaillées en maladie chronique. Elles vont pas toutes, être adaptées finalement, aux maladies rares, hein, ça va vraiment dépendre, de ça. J'essaye juste de voir si oui. Une compétence, c'est quoi déjà? C'est la mobilisation dans l'action d'un certain nombre de savoirs, qu'ils soient, cognitifs, affectifs, psychomoteurs, combinés de façon spécifique en fonction de la perception que se construit la personne de la situation. Autrement dit, vous pouvez avoir un peu l'image, de l'apprentissage de la conduite. Vous avez déjà des savoirs, un peu théoriques, c'est le code. Puis après, il y a le savoir pratique. On vous fait conduire et vous avez un certain nombre d'heures d'apprentissage jusqu'au jour où passer les vitesses, mettre le clignotant, tourner le bouton de la radio, ça devient quasiment automatique. Et puis après, il y a, comment est-ce qu'on conduit quand il y a du verglas et que, là, hop, on n'est pas loin de la sortie de route. Là, la situation change et il faut encore d'autres compétences. Donc, en fonction de la situation, en fonction de l'action, vous allez pouvoir mobiliser un certain nombre de vos savoirs, faire, être. Et voilà, c'est un ensemble intégré et fonctionnel. En fait, la compétence, c'est quand vous pouvez vous en servir à un moment donné, que ce soit des savoirs, donc ça, c'est plutôt la connaissance. Savoir-être, c'est plutôt les gestes techniques de soins, par exemple, savoir faire une injection, savoir poser une perfusion, savoir faire un aérosol. Savoir-être, parce que oui, vous pouvez tout à fait être en capacité de savoir faire une injection d'hormones de croissance, mais pas être sûr à 100% et donc finalement pas vous sentir en capacité de le faire. Et puis savoir devenir, parce que
il y a l'aujourd'hui et puis il y a le projet qu'on a envie de mettre en œuvre, qui va varier au fur et à mesure du temps et donc qui permettent, face à une catégorie de situations, de s'adapter, de résoudre des problèmes, de réaliser des projets. Donc souvent, on distingue 2 grandes catégories de compétences pour un patient. Il y a les compétences d'auto-soin, qui sont les compétences qui vous permettent de prendre des décisions avec l'intention de modifier l'effet de la maladie sur la santé. À peu près, grosso modo, les compétences d'auto-soin, c'est le savoir-faire. Et les compétences d'adaptation, c'est plutôt l'inverse. C'est les compétences qui permettent au patient de maîtriser et de diriger sa vie avec la maladie dans un rapport aux soi et aux autres. Donc c'est plutôt des compétences psychosociales et d'autodétermination. Sachant que souvent, la première étape, quand on pense à maladie chronique, on voit les compétences d'auto-soin, pardon. Mais je dirais que dans la maladie rare et en particulier lorsqu'il n'y a pas forcément de soins très techniques, très concrets, c'est souvent les compétences d'adaptation qui sont au premier plan et c'est peut-être les plus difficiles à comment? À théoriser ou à mettre en place dans un programme d'éducation thérapeutique, mais je pense que je devrais avoir le temps de vous montrer que c'est un peu ce qu'on a essayé de faire nous, par exemple dans la proposition qu'on a du service de génétique. Donc bon, les compétences par exemple d'auto-soin, il y a, comprendre, s'expliquer la maladie, être en mesure de justement bien, s'expliquer d'où vient la maladie et qu'est-ce qui la provoque et comment finalement après comment est-ce qu'on peut, agir dessus. Ça peut être repérer, analyser, mesurer. Par exemple, j'ai un diabète, je sais, repérer, mes signes d'hypoglycémie. Je sais, mesurer mon taux de sucre au bout du doigt. Faire face, décider, voilà, j'ai une hypoglycémie, qu'est-ce que je fais comme traitement? Je me resucre, j'arrête ma pompe à insuline, ça peut être plein de choses. Ça peut être résoudre un problème de thérapeutique quotidienne, je m'aperçois qu'à chaque fois que je fais cette activité, je fais une hypoglycémie. Donc comment est-ce que je peux faire pour éviter l'hypoglycémie sans pour autant arrêter mon activité que j'aime bien? Pratiquer, faire, alors là, c'est vraiment le geste technique. Adapter, réajuster, tiens, là, j'ai changé, j'ai pris du poids, donc mes doses de traitement ne sont pas les mêmes. Et puis utiliser les ressources du système de soins, faire valoir ses droits. Tiens, là, je n'ai plus accès à ma prise en charge à 100 qui est-ce que je peux ressolliciter pour remplir les papiers? J'ai besoin, d'une allocation de présence parentale, vers qui je peux me tourner? Ce sont des choses qu'on peut voir vraiment en éducation thérapeutique du patient. Et dans un cadre peut-être plus large de compétences d'auto-soin, que les compétences d'auto-soin, il y a les compétences d'adaptation qui sont, par exemple, informer et éduquer son entourage. Alors vous allez me dire: «Oui, mais comprendre, s'expliquer, c'est pareil». Non, parce qu'en fait, vous pouvez, vous, être tout à fait en mesure de vous dire les choses à vous, de vous les exprimer, mais informer et éduquer son entourage pour qu'il soit en mesure de vous aider, c'est encore une autre compétence. Peut-être vous, en tant que parent, être en mesure d'informer et d'expliquer à vos parents, oncles, tantes, ce qu'a votre enfant, c'est encore pas tout à fait la même compétence. Ça se travaille et ça peut être utile parce que justement, on va changer aussi le regard des autres sur soi. Ça peut être du coup une façon d'apprendre à exprimer ses besoins et solliciter l'aide de son entourage. C'est clairement difficile d'apprendre à solliciter l'aide de son entourage, mais quand on sait le faire, ça peut soulager, ça peut aider à mieux vivre. Dans ces compétences d'adaptation, il y a l'analyse des informations reçues sur la maladie et son traitement. Et effectivement, en maladie rare, souvent en tant que patient, on est en première ligne pratiquement sur les informations reçues, sur être en capacité ou non de faire le tri sur la qualité de ces informations, parce que bien souvent, malheureusement, les soignants, eux, sont presque encore moins connaissants, sachant que le patient. Faire valoir ses choix de santé. À un moment, quand on est vraiment informé, quand on comprend bien les tenants et les aboutissants, on peut faire un choix différent de celui que le soignant ferait. Mais c'est pas la même chose de faire un choix différent en toute connaissance de cause que, de faire un choix par défaut parce qu'en fait, vous ne savez pas et que vous avez la flemme ou que ça vous fait peur. Et pour pouvoir faire valoir ses choix de santé, on essaye de travailler l'expression des sentiments relatifs à la maladie et comment est-ce qu'on peut être en capacité de mettre en œuvre des conduites d'ajustement? Ce qui passe par la capacité d'établir des liens entre la maladie et son histoire de vie et ça a été prouvé que plus on fait un lien dans son histoire de vie et mieux on suit les recommandations ou plus en tout cas on a de prise sur sa vie et mieux on va. Et ça va avec, finalement la capacité de formuler un projet et puis surtout de le mettre en œuvre. Et ce projet n'est pas forcément un projet à très long terme, ça peut être formuler un projet: «Moi, l'année prochaine, je veux faire du sport une fois par semaine. Comment je peux faire avec un planning de ministre, mon enfant qu'il faut emmener à tous les rendez-vous médicaux, paramédicaux, plus mon travail?» Vous comprenez bien, le temps, je ne le crée pas. Non, mais peut-être qu'il y a des choses qu'on peut travailler pour justement pouvoir
mettre en œuvre ce projet si c'est ce projet qui vous tient à cœur et qui vous permet de mieux vivre. Alors pour ça, en éducation thérapeutique, on va utiliser, plein de méthodes et de techniques, le maître mot, c'est être créatif. Soit ça passe par de l'individuel, soit par du collectif. Le collectif apporte énormément de choses et en particulier l'échange avec des patients qui vivent la même chose, qui est quand même beaucoup plus fort que le soignant qui vous dit: «Moi, je vous dirais que», ça marche pas. On peut passer par des exposés interactifs. Alors là, mon exposé, il est clairement pas interactif, il le sera peut-être après. Ça peut être des études de cas, ça peut être des mises en situation, ça peut être du théâtre, ça peut être des lectures, ça peut être des vidéos, des jeux, des plateaux de jeux, des marionnettes, du théâtre, ce qu'on veut. Après, il ne faut pas que l'outil soit le premier objet, mais cet outil, il est au service des compétences. Et vraiment, il y a des fois, on peut vraiment faire des choses, très créatives et assez chouettes. Alors, je vous ai dit, hein, ça passe pas uniquement par un programme de TP, mais si vous en avez entendu parler, un programme d'éducation thérapeutique, en fait, il décrit le parcours éducatif dans le parcours de soins. Toute la difficulté, c'est que souvent le programme, il est déjà, préétabli, donc il faut s'assurer que dans le programme, on va bien couvrir des, compétences dont le patient qui va être inclus, a besoin. Il doit comporter au moins 5 séances éducatives, dont le diagnostic éducatif, les séances d'apprentissage et la séance d'évaluation. Et je le dis, l'évaluation, elle ne sert pas en fait à sanctionner est-ce que oui ou non le patient a bien appris ce qu'il devait apprendre. Elle sert en fait d'emblée à être formative. On va se servir, s'il y a des erreurs, on s'en sert pour l'apprentissage. S'il n'y a pas d'erreur, OK, vous êtes compétent, la compétence que vous souhaitiez acquérir, elle est acquise. Qu'est-ce qu'on peut faire maintenant? Et il doit répondre aux critères de qualité de l'ETP. Et pour ça, il est évalué. Donc, il est soumis à l'ARS pour déclaration, excusez-moi, c'est encore faux, d'une durée de 4 ans. Avec un dispositif d'évaluation, je ne vais pas m'attarder dessus, mais juste que vous ayez cette notion-là. L'évaluation, c'est central. Ça sert à mesurer l'écart entre ce qu'on voulait faire et ce qu'on a fait. Il y a l'évaluation du patient, oui, mais ça, on vous le proposera. Et pour ceux qui participent au programme, s'il vous plaît, venez aux séances d'évaluation parce que je vous assure que c'est très riche et pour vous et pour l'équipe éducative. On va choisir, parfois avec le patient lui-même, hein, d'évaluer des savoirs, des savoir-être, des savoir-faire. Entre l'écart, entre le moment du diagnostic éducatif et après, puis parfois on s'aperçoit qu'on a appris des choses à laquelle on ne pensait pas, hein. Par exemple, un truc qu'on a pu évaluer, nous, alors pas forcément nous en génétique, mais il y a un programme, au CHU qui est, pour les enfants qui ont une hémophilie. Alors ça n'avait pas du tout été mesuré avant, mais on s'est aperçu que suite au programme, eh bien les patients et leurs parents appelaient beaucoup moins au secrétariat, du centre d'hémophilie et quand ils appelaient, c'était toujours à bon escient. Et donc ça, c'est une vraie, évaluation et c'est une vraie plus-value parce que du coup, il y a un moindre recours au système de soins, il est beaucoup plus adapté, donc les patients sont plus autonomes et le système de santé est plus adapté pour faire face aux vraies demandes. Donc en tout cas, cette évaluation, elle doit être utile aux patients et permettre un réajustement immédiat. C'est-à-dire qu'en gros, si l'évaluation, si on vous a donné une feuille, vous avez rempli vos cases, vrai, faux, puis vous avez redonné la feuille, vous n'avez pas eu de retour, c'est bien, mais c'est pas une bonne évaluation. Ça va nous aider, mais vous, ça vous aidera pas. Et puis, bah, il y a l'évaluation du patient, mais il y a l'évaluation du programme. Peut-être le savez-vous, peut-être pas. Mais donc, quand les gens font un programme, on déclare le programme à un T0. L'équipe fait une évaluation annuelle, donc tous les ans de son programme. Et à la 4e année, on refait une évaluation quadriennale qui sera transmise à l'ARS. Et en fonction, on demande soit le renouvellement à l'identique, et à ce moment-là, on va le poursuivre, soit parfois, il y a des équipes qui vont demander l'arrêt du programme pour en faire un autre, soit on fait des adaptations qui souvent sont le fruit de ce qui a été vu, en amélioration finalement en continu. Et pour que ce programme soit à chaque fois, renouvelé et autorisé, eh bien, on doit faire la preuve que ce programme est bien centré sur le patient et son entourage, scientifiquement fondé. Alors, parfois on n'a pas le consensus, scientifique, international, mais en tout cas, il faut que l'équipe elle-même, elle soit d'accord. Parce que ça, vous l'avez forcément toujours vécu, des soignants qui vous disent 3 discours différents. Bah, ça, on ne peut pas apprendre. Si vous avez 3 discours différents, vous apprenez 3 trucs différents, donc vous ne l'apprenez pas. Donc en tout cas, scientifiquement fondé et si possible cohérent. Intégré aux soins, ça c'est plus compliqué, parce qu'il faut qu'il y ait de l'offre. Qui concerne la vie quotidienne du patient, qu'il s'agisse d'un processus permanent, c'est-à-dire qu'il y a le programme, puis il y a tout ce qui se passe avant et après et comment ça modifie, la dynamique par exemple de l'équipe. Que les professionnels soient formés, qu'il y ait bien une évaluation, que ce programme respecte la manière d'apprendre de chaque patient
Et je dirais que nous, dans les maladies rares, on va être vite confrontés à ça parce qu'on a des patients dont les manières d'apprendre peuvent être très différentes. Il y a des patients qui sont lecteurs, d'autres qui ne le sont pas. Il y a des gens qui sont à l'aise avec la langue française, d'autres qui ne le sont pas. Donc ça, il faut pouvoir le respecter et le prendre en compte. Il faut que ce soit structuré, formalisé et multiprofessionnel. On ne peut pas imaginer de l'éducation thérapeutique faite uniquement par une infirmière ou un médecin. Le minimum, c'est quand même d'être deux. Si on est 3 disciplines différentes, c'est encore mieux parce que, bah, forcément, si on s'intéresse à la vie quotidienne et à toutes les dimensions d'un patient et de son entourage, on a beau être super performant, on n'est pas, spécialiste dans tous les domaines. Et après, c'est pas toujours à tous les moments et à tous les programmes. Alors, si je peux répondre peut-être plus rapidement, quelle place dans les maladies rares? Parce que finalement, pourquoi il y en aurait pas dans les maladies rares? Alors nous, on s'était posé la question sur la filière handi rare, vous le savez peut-être, il y a eu, une bonne dynamique il y a maintenant 3 ans sur, la mise en place de programmes d'éducation thérapeutique au sein de la filière. Tout d'abord au niveau national avec une réflexion des différentes équipes, qui s'appuyaient notamment sur, les demandes d'associations de patients qui avaient un certain nombre, de compétences sur lesquelles travailler et d'idées. Mais il y avait des questionnements très classiques dans les équipes, hein. C'est, est-ce que vraiment, c'est les maladies rares? C'est quoi? C'est pour les pathologies chroniques, mais en fait, les maladies rares sont pas concernées, puis il y a pas assez de patients, il y a pas d'argent. Bon, ça c'est, le nerf de la guerre. C'est que les infirmières. Or, dans les services de génétique, il y a pas toujours des infirmières, c'est même bon, le service de Dijon est un peu particulier, on est assez pluriprofessionnel, mais pas dans tous les services de génétique. Il y a pléthore de disciplines, heu, le manque de temps. Ça prend plus de temps de mettre tout ça en place. Donc ça peut expliquer tout ça, pourquoi il y en avait pas jusque-là. Mais quand même, sur l'impulsion d'un certain nombre, pour un certain nombre de raisons, eh bien, les équipes, au niveau national se sont dit: «Bah, on se met en marche, on va réfléchir à des compétences et à des programmes à proposer et puis ensuite on verra comment on peut le mettre en œuvre». Alors, je vais parler que pour la façon dont ça s'est passé sur l'équipe, handi rare au CHU de Dijon, mais juste comme ça, au niveau national, il y a plein d'équipes de la filière qui se sont mises en marche et qui ont adapté, une fois que les programmes ont été réfléchis, à leurs, dispositifs, à leurs possibilités, à leurs équipes, à leurs patients. Donc ça s'est assez vite répandu. À Dijon, il faut savoir que, autour du patient avec une maladie chronique, eh bien, l'éducation thérapeutique se fait vraiment en partenariat entre les équipes soignantes qui souvent, identifient un besoin à partir de leurs patients, les associations de patients qui sont dans la mesure du possible, le plus vite possible, intégrées au moins à la conception et parfois à l'animation des programmes avec l'unité transversale d'éducation thérapeutique du patient qui est là à la fois pour aider à la mise en place, être garante de la qualité, réfléchir aux outils, réfléchir, aux séances et aussi se faire le lien entre, les équipes et la direction, générale et l'ARS puisque in fine, en fait, c'est le CHU de Dijon qui dépose le programme à l'ARS. Alors pour pouvoir mettre ça en place, dans le service et plus largement dans la filière handi rare, il y a eu une étape de formation pluriprofessionnelle où il y a eu un point sur justement l'éducation thérapeutique. Alors il y a eu les 40 heures de formation. On va dire que c'est, de manière beaucoup plus étendue ce que j'ai essayé de vous faire en moins de 3/4 d'heure. Ça a consisté à des formations sur Paris pour ceux qui n'étaient pas encore formés, dont 5 jours en présentiel plus du e-learning. Puis ensuite, et ça de manière très pluridisciplinaire, des travails en sous-groupe pour construire chacun des programmes tels qu'ils avaient été définis initialement. Et ça a regroupé des participants de toute la France. Et à l'issue de ça, il y avait 4 programmes qui avaient été proposés, mais il y en a d'autres depuis qui ont été mis en œuvre, qui s'appelaient par exemple 22 raisons d'avancer plutôt à destination d'adolescents avec une délétion 22q11, échange de regard pour des enfants vivant avec un handicap esthétique au sens large, en route vers l'autonomie pour des adolescents avec déficience intellectuelle en période de transition vers l'âge adulte. Et puis 100% diagnostic pour l'entourage d'enfants qui vivaient finalement un parcours diagnostique long avec encore une absence de diagnostic à ce jour. Ça, ce sont les 4 programmes qui ont été proposés. C'est d'ailleurs les 4 parcours. Nous, on l'a monté en fait sous forme d'un seul programme, mais en parcours au sein du service. Et pour pouvoir le mettre en place, même si, les outils étaient présents, même si, les ateliers, le contenu des ateliers était, déjà mis en place, il y a eu tout un travail pour finaliser les programmes, les réadapter aux besoins, locaux, monter le dossier à destination de l'ARS parce qu'il faut que chaque, équipe soignante dépose son propre programme à sa propre ARS.
même s'il y a un programme national. Préparer les diagnostics ou bilans éducatifs partagés, les évaluations, réfléchir au matériel, et comment on faisait l'offre éducative. Comment est-ce qu'on le propose aux patients? Alors, en fonction un petit peu du parcours, il y a eu des propositions par courrier, par mail, par téléphone, au cours des consultations. Parfois, certains patients ont fait des demandes spontanées. En tout cas, si jamais, vous connaissez des personnes ou si vous êtes intéressé, pour cette année, les programmes sont quasiment bouclés, mais on le fait tous les ans. Et juste pour vous dire, alors l'équipe a un petit peu changé puisque c'est mis en œuvre là maintenant depuis, on est à la 3e année de fonctionnement, mais on a quand même une équipe, sur notre programme qu'on a appelé les 4 fantastiques, de 2 parents ressources, une assistante sociale, ça a été 2 à un moment, on en est à une infirmière, un pédiatre, 2 psychologues, une neuropsychologue, 3 généticiens, un conseiller en génétique. Donc le pluriprofessionnel, ça on y est. Et en gros, hein, ça a consisté à beaucoup d'heures de préparation, une gestion de planning. Je parlais des secrétaires, qui peuvent être également impliquées. En tout cas, elles sont en première ligne et elles connaissent le fonctionnement parce que c'est vers elles souvent que les patients vont se tourner pour savoir, comment on fait. Donc l'offre éducative, c'est-à-dire proposer à un patient ou à son entourage de participer, elle peut être faite par tout membre du service. Après, certains sont plus ou moins à l'aise pour expliquer ce que c'est. Maintenant, peut-être vous pourrez vous faire vous aussi le relais, savoir, c'est quoi le TP? Et juste, je vous le montre comme ça, ce programme en fait, se déroule sur les 4 séances et chaque parcours a une ou plusieurs associations partenaires, avec lesquelles, les programmes s'étaient au moins co-construits, voire, animés. Puisque en particulier, En route vers l'autonomie et 100 diagnostic, on a à chaque fois, dans une des séances, un parent ressource, un parent partenaire, qui participe à l'animation. Alors le bilan, c'est juste pour dire, hein, il est autorisé depuis 2020, c'est mis en œuvre depuis novembre 2020, donc on est vraiment à la 3e année, de fonctionnement aujourd'hui. Je peux vous donner le bilan sur les 2 précédentes années. On n'a pas un nombre de participants énorme, mais en réalité, il serait difficile d'avoir des groupes collectifs de plus de 8-10 personnes. Donc 5 à 6 par an, c'est pas mal. Mais vous voyez, on a encore un peu de la place. Échange de regards et 22 raisons d'avancer ont fonctionné une année et pour le moment sont en pause pour des questions d'organisation interne. Mais par exemple, les enfants qui ont une délétion 22q11 peuvent tout à fait intégrer le programme de En route vers l'autonomie. Et puis, suite aux évaluations annuelles, par exemple, le 100 diagnostic qui était, proposé à des parents d'enfants sans diagnostic est maintenant proposé à tous parents d'enfants avec un trouble du neurodéveloppement un peu sévère. Parce qu'on s'est aperçu que les problématiques et les compétences qu'on travaillait, au sein de ce programme, finalement, pouvaient concerner aussi l'entourage de ces enfants-là. Pareil pour En route vers l'autonomie, on a choisi de l'élargir non plus uniquement à des adolescents avec déficience intellectuelle, mais à certains adolescents qui avaient des troubles complexes des apprentissages, puisque justement, en termes d'autonomie et de vie quotidienne, on pouvait avoir des problématiques assez similaires et ça peut nous permettre, en fonction de la demande, de faire 2 programmes par an. Et les évaluations avaient permis ça. Ça nous a montré qu'on avait à améliorer la communication au sein de l'équipe, mais que quand même, ça permettait aussi un échange, plus pertinent au sein de l'équipe et on change en fait, j'ai parlé du changement des patients, mais cette éducation thérapeutique, elle change aussi les soignants et je pense qu'en tout cas, les soignants, qui s'occupent de personnes vivant avec des maladies rares sont de meilleurs soignants lorsqu'ils participent à de l'éducation thérapeutique. Et en tout cas, on a un retour plutôt des différents bénéficiaires, d'une assez bonne satisfaction. Alors, quelques exemples, mais je pourrais vous en citer plein, hein, d'objectifs pédagogiques, des différents parcours. Ça pouvait être, être en mesure d'expliquer les examens, génétiques qui ont déjà été réalisés chez mon enfant pour aboutir ou non à un diagnostic. Aménager un planning réaliste qui permette d'équilibrer ma vie de famille et les contraintes de prise en charge de mon enfant. Pour les plus grands adolescents, apprendre à préparer son rendez-vous de suivi chez son médecin traitant. Connaître les différents spécialistes que je peux choisir et je peux solliciter pour mon suivi. Expliquer à l'autre ma maladie pour mieux vivre ma différence. Donc tout ça, c'est voilà, ça peut être des objectifs, mais il y en a encore plein d'autres. En tout cas, l'éducation thérapeutique, j'espère vous en avoir convaincu, c'est, à la fois de la relation et de la pédagogie. C'est de la bienveillance, du non-jugement, de la confidentialité, authenticité, que ce soit pour le soignant ou le patient, de l'écoute. Un temps de parole qui doit être, supérieur chez le patient ou soignant. On dit qu'une bonne séance d'éducation thérapeutique, c'est quand l'intervenant a parlé moins de 10 du temps.
Donc autant vous dire que là, je suis pas du tout en éducation thérapeutique. Mais c'est aussi de la pédagogie, c'est-à-dire qu'on va se servir des connaissances antérieures des patients ou des parents. Vous avez des connaissances. C'est aussi, l'objet d'apprentissage et il faut une évaluation finale. Mais avant tout, ces 2 éléments sont centrés sur la personne en santé et non pas sur la maladie dans son contexte de vie. Donc ça concerne complètement les maladies rares, hein. Ce sont des maladies chroniques le plus souvent. Il y a des compétences d'auto-soin parfois à acquérir, mais surtout des compétences d'adaptation à acquérir ou à partager. On peut se sentir aussi monter en compétence quand on s'aperçoit qu'en réalité, on sait des choses, on sait faire des choses, on sait être et qu'on peut le transmettre ou en tout cas le partager à d'autres. C'est aussi un espace d'échange entre pairs et avec les soignants. Ça permet un mieux-être, ça permet aussi de diminuer un peu la solitude et promis, je vous assomme plus, mais ce que je vous propose, c'est de voir l'ETP vu par les patients, parce que c'est eux qui en parlent le mieux. J'espère que ma vidéo va fonctionner. Il y en a à peu près pour 6 minutes et après, je vous laisserai la parole. Alors, je vais essayer de trouver le son. Oui, je vais essayer de mettre mon micro sur le haut-parleur, on va voir si ça fonctionne. Alors peut-être que, Marie-Myriam, toi tu peux lancer, je l'avais ouvert sur ton ordinateur, si toi tu as le partage de la vidéo sur justement, si j'arrête le partage. Ouais, je vais me connecter dessus. Non, normalement elle était ouverte, il faut pas que tu repasses par là, je pense. Ah oui. Voilà. Là, on la voit pas. Tu partages toi. De quoi? Bah, pourtant, je suis en partage d'écran. Essayez sinon vous pouvez éventuellement aller directement sur le lien YouTube, mais Bah, je vais le remettre dans la je vais mettre le lien dans le chat. son désolée pour ces problèmes techniques. Peut-être moi qui essaye d'aller voir. Attends, je sais peut-être. Voilà. Normalement
Non, bah, je trouve pas. De toute façon, j'ai mis du coup le lien de la vidéo dans. J'ai mis le lien de la vidéo dans le chat, donc je vous inviterai tous à pouvoir aller la regarder. La vidéo est pas très longue en fait, hein, donc voire même si vous voulez aller la regarder, on se retrouve dans 6 minutes. Et après, parallèlement, ben, ceux qui souhaitent poser des questions sans souci, soit vous passez par le chat, soit vous pouvez allumer vos micros et prendre la parole. Bon, moi, c'est vrai que pour le coup, je n'ai pas spécialement de questions pour Marie, intervenant également sur les programmes de TP du service de génétique. C'est vrai qu'on fait maintenant déjà depuis 3 ans, enfin du coup c'est la 3e année là. En tout cas, en tant que professionnel, alors du coup pas de santé, moi je suis de profession assistante sociale. C'est vrai que ça nous permet avec le patient ou l'aidant vraiment un partage différent, on va dire. On appréhende vraiment différemment la personne. Et c'est ça qui est aussi très intéressant, je trouve, du point de vue du professionnel. C'est-à-dire qu'une relation se crée différemment. On va plus être dans comment dire? Dans une relation, de professionnel à soignant, mais on va être vraiment plus sur un plan d'égalité. Là, pour le coup, sur la séance d'éducation thérapeutique. Et ça permet, je pense que c'est le cas aussi pour le patient ou l'aidant ou le parent en tout cas, de se voir différemment. Après, bah, je sais pas si vous avez encore soit des questions, soit même, des choses qui ont pas forcément un rapport direct là avec le topo. Bonjour, Bonjour. Bonjour. merci beaucoup pour la présentation, hein, c'était vraiment très, très clair. Je suis, Karine Jobar-Garou, représentante pour l'association, Way to Turn France. Moi, je suis très intéressée, notamment, voilà, pour les familles de l'association, pour qu'elles aient une meilleure, j'aimerais bien savoir si un jour ça sera possible de mettre en place, cet ETP pour la découverte, et la meilleure compréhension du syndrome pour que les familles se sentent aussi plus impliquées. Et le fait qu'on soit à distance, est-ce que c'est un frein?
Alors, ça dépend ce qu'on entend être à distance. C'est pas un frein en soi, mais force est de constater que l'éducation thérapeutique à distance, quand on connaît pas du tout les personnes, on va pas utiliser les mêmes choses. C'est-à-dire que le distanciel, bah, c'est bien pour faire de la formation ou de l'information. Là, ce que j'ai fait ce soir, c'est de l'information clairement, ça peut s'apparenter à de la formation, quand on est un peu plus en détail. Mais dès qu'on veut être sur un côté très interactif ou justement de compétences. Faire du distanciel, ça veut dire de repenser les outils et c'est vrai aussi que, alors il y a beaucoup de choses qui sont en recherche, hein. Il y a des choses qui avaient été mises en place, notamment au moment du confinement. Il y a des compétences qui se travaillent bien en distance et puis il y en a d'autres où c'est plus compliqué. Notamment, alors tout ce qui est représentation, croyances, qui permettent justement de travailler les compétences d'adaptation et qui sont quand même super utiles, au moment des découvertes de diagnostics et de choses comme ça. Ça peut se faire en distanciel, mais les outils qu'on a l'habitude d'utiliser, on ne peut pas les utiliser comme ça. Donc en fait, il faut tout repenser. Mais il y a des choses qui se créent. Il y a tout un travail, par exemple, alors c'est pas du tout la même pathologie, mais il y a tout un travail pour les enfants, qui ont un syndrome de Prader-Willi où le centre de référence de Toulouse réfléchit à proposer un programme d'éducation thérapeutique à distance, mais qui serait complémentaire des autres choses qu'on peut faire en éducation thérapeutique au sein de consultations, par exemple. Donc voilà. Et puis, il y a aussi un truc, mais c'est pas une opposition, hein, mais il y a un truc qu'on constate, c'est que ce que les gens apprécient particulièrement dans l'éducation thérapeutique, c'est de se retrouver. Parce qu'il y a ce côté-là de convivialité qui est extrêmement important et porteur. Mais pourquoi pas? Après, et bah, oui, il faut trouver le temps pour mettre ça en œuvre. Du coup, Marie, je me permets simplement de rebondir sur ça. Comme tu expliquais tout à l'heure, donc c'est le CHU porteur qui va déclarer à sa propre ARS le programme. Si on part sur l'idée d'un distanciel, est-ce que c'est dérangeant si c'est des patients d'autres régions, départements qui y participent? Non, c'est pas dérangeant dans le sens où, on déclare, ça. En fait, c'est l'établissement à laquelle appartient l'équipe. D'ailleurs, ça pose, question quand on veut faire des équipes transversales ou quand on veut faire des équipes, ville-hôpital, par exemple, où là, bah, faut décider qui porte le projet. Après, il y a une question de financement, sous-jacente, mais de toute façon, on déclare à l'ARS, ça ne vaut pas financement. C'est-à-dire que vous pouvez très bien avoir un programme d'éducation qui est pas financé, hein. Ça, c'est encore, une autre chose. Donc non, ça, c'est pas un problème. En revanche, il faut justifier de manière beaucoup plus précise parce que là, ça les intéresse beaucoup, mais ils vont vraiment vérifier de la qualité des contenus pédagogiques, du distanciel. Et par exemple, nous, on a tout bêtement un frein, enfin un semi-frein, c'est que l'outil, de distanciel qui est proposé par le CHU, c'est Teams, qui est un très bon outil, mais alors pour faire du pédagogique, c'est franchement pas facile. On l'a testé, on a essayé plein de trucs. Et puis la première étape pour, réfléchir à un programme, c'est réfléchir aux compétences et aux objectifs, pédagogiques qu'on veut faire émerger. Ouais. Et une fois qu'on est parti de là, on peut commencer à réfléchir. Mais tant qu'on n'a pas, une liste de compétences, souvent, en fait, on se retrouve à pas faire de l'éducation thérapeutique. Bon, si personne d'autre se manifeste, en tout cas sur les échanges, ce qui sera toujours possible par la suite, c'est de nous faire passer vos questions par mail, sans problème. Du coup, sur le mail de la plateforme d'expertise maladies rares, sans souci, on fera passer les questions à Marie Bournaise et elle se fera un plaisir de vous répondre. Moi, j'ai peut-être une Bonjour. On vous entend très, très peu. Je ne sais pas si vous pouvez monter le son de votre micro. Alors, attendez. Bonjour, vous Ah, m'entendez mieux? super. Voilà. Ouais. Élise Boucher en génétique à Besançon. Merci pour cette belle présentation, Marie. Et moi, j'avais une question concrètement au niveau de l'organisation. Donc, c'est chronophage, compliqué justement de prévoir des journées avec plusieurs patients. Concrètement, en rythme, ça s'organise comment dans votre... Enfin, vous avez je sais pas, bloqué une journée par mois, les patients viennent une fois par mois ou 3 jours à la suite, ou enfin, Bah, ça globalement.
et Ça organisé? s'est décidé en fonction du parcours et du type de patient. C'est-à-dire qu'on a, par exemple, le parcours 100 Diag, on est à peu près une fois par mois, alors plus ou moins. Le échange de regards était sur 2 jours consécutifs. C'était pareil également pour 22 QONS, enfin 22 raisons d'avancer. C'était 2 fois 2 jours consécutifs parce que c'était des enfants et des adolescents et que c'était plus simple. Voilà. Donc, D'accord. et ça se prévoit d'une année sur l'autre, clairement. Ce qui pose la question de l'adaptation et de la souplesse par rapport aux patients et donc de l'adaptation à ses propres besoins. Maintenant, c'est un peu la difficulté du collectif quand on est sur des maladies rares. Autant quand vous faites de la diabétologie, vous pouvez dire que vous faites des cycles de 3 mois où vous faites 8 séances tous les 3 mois et que si le patient ne vient pas à celle-là, il viendra au suivant. Là, c'est évidemment plus compliqué. Donc, et puis ça dépend de la disponibilité de l'équipe, hein, clairement. Mais du coup, 2 jours à la suite, c'est pas trop pour les enfants? Enfin, Si, ils sont assez si. C'était un plus pour limiter de ne pas rater l'école, d'être pendant les vacances scolaires, de pas voilà. Mais tous, ils ont dit que même au bout d'une journée, ils sont rincés. ouais. Donc, je ne sais pas si on l'aurait refait sous ce format-là. D'ailleurs, on est encore en train d'y réfléchir et je ne suis pas sûre qu'on refasse. Mais c'est un vrai arbitrage entre la disponibilité, et on le comprend bien, des patients, d'où l'intérêt aussi du éducation thérapeutique. Mais il faut quand même du temps, que ce soit en distanciel ou en présentiel, il faut quand même libérer ce temps-là. On s'affranchit de la distance, mais on ne s'affranchit pas du temps. L'arbitrage entre ça, l'apprentissage aussi, on sait que quand même, si on veut avoir un apprentissage un petit peu intéressant et continu, on ne peut pas faire un truc tous les 3 mois, par exemple. Mmh. Donc, c'est aussi un frein au fait que les gens se déplacent. Donc on peut aussi imaginer à ce moment-là faire pas des ateliers collectifs pour certaines fois, mais réfléchir à comment au cours d'une consultation, on se met en posture éducative pour justement travailler un aspect. Oui, Ça peut être ça. individuellement, quoi. Ouais, mais ce ne sera pas valorisé de la même façon et on n'a pas. Voilà, mais on peut tout à fait faire des ateliers individuels au cours d'une consultation. Ça peut Mmh. se faire. OK. Merci. Bon, bah, s'il n'y a pas d'autres questions, on va s'en arrêter là. Marie, un grand merci pour ta présentation. Un merci aussi à toutes les personnes connectées. Et Je vous puis, encourage vivement à regarder la vidéo et vraiment désolée pour le couac technique parce qu'elle est vraiment très, très, très chouette cette vidéo. on vous souhaite à tous une bonne soirée. Merci à tous. Merci pour votre attention. Merci, bonne soirée. Merci, au revoir.